être esclave de sa boîte, tout faire soi-même. Cette vie-là, j'en veux pas. Du haut de mes 19 ans, je dis c'est pas grave, je vais me débrouiller. Je vais faire un robot télécommandé qui va monter tout seul sur le toit et qui va démousser le toit. Alors là, j'avais dit quand même une belle connerie. J'ai eu la chance d'embrasser le monde du concours Lépine, des inventeurs, de la stratégie qui prend à peu près 20% du temps. Ça représente 80% des bénéfices. On a 600 candidatures et on n'en retient que 10. Waouh! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le numéro 99 de Méthode to Scale. On y arrive tout doucement vers les 100, mais avant les 100, on a voulu un invité exceptionnel et on reçoit aujourd'hui Benoît Lahaye, donc le président fondateur d'Attila. Salut Benoît. Salut à vous, merci de votre invitation. C'est un Salut vrai plaisir Benoît, d'être là. Écoute, avec grand plaisir et j'en profite pour dire de vous abonner à notre chaîne YouTube, à vos applications podcast préférées, de commenter, de mettre 5 étoiles, ça nous fait remonter dans les algorithmes et on sera tous très heureux, très contents. Je continuerai tant qu'on ne sera pas à 100 000 abonnés, donc faites vite si vous n'en avez pas trop marre de moi. Et je pensais que tu allais faire un petit heads up à Juju qui est pas là ce soir, alors que c'est lui qui nous a mis en relation. C'est clair. Tu me coupes l'herbe sous le pied et on fait un coucou à Julien qui n'a pas pu se déplacer aujourd'hui, tout va bien. Qui va nous manquer quand même, mais et on on va faire sans penser à lui. lui et on va essayer de faire au mieux sans ses ajouts. Donc, qui est Benoît? Donc, Benoît est entrepreneur qui a attaqué un métier qui est que tout le monde a besoin, mais que peu de gens connaissent, qui est la couverture. Donc, c'est un métier évidemment très artisanal et en fait, tu as réussi, on va en parler, à créer une boîte qui aujourd'hui fait 140 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui rassemble 1400 collaborateurs. Et sur ce métier-là, donc dont on va aborder aujourd'hui, toi, tu as un parcours où tu viens du métier de l'artisanat, où toi-même tu as été donc sur le terrain, donc sur des métiers de couvreur notamment, mais aussi de conducteur de travaux. Donc en fait, tu viens pas là par hasard quelque part, il y a une continuité. Donc Attila a maintenant plus de 23 ans, donc une société très bien établie, avec cette idée de se dire que la toiture, alors que c'est un élément clé de l'habitat, du pro et du perso, c'est très souvent un élément qui est négligé et qui du coup a des conséquences qui peuvent être très négatives par ailleurs. Et du coup, toi, tu t'es dit que ce constat, il te va pas et donc tu as décidé de structurer une nouvelle approche du métier pour que tout soit centré sur la prévention, la maintenance et la sécurité à très long terme de cet aspect des travaux. Voilà. Et donc en fait, aujourd'hui, c'est le premier réseau national spécialisé dans l'entretien et dans la maintenance sur ce type de métier, de type de toiture. Et l'idée, j'ai bien aimé l'idée de Capital Toit. C'est qu'en fait, tu as cette idée de créer cette entreprise, mais c'était de se dire le toit, c'est en fait quelque part un petit peu une assurance. Donc on va y revenir. Donc on a envie de voir ça comme un actif stratégique. Et le modèle en fait est tourné sur un modèle de franchise qui est très structuré, où en fait le franchisé est lui-même un entrepreneur avec de l'autonomie et un accès à un certain nombre de services que toi tu leur fournis. Et ça, cette idée en fait de multi-entrepreneuriat à l'échelle d'un artisan nous intéressait beaucoup. Donc on est assez impressionné par le parcours, impressionné par la boîte et par le métier. Donc on est ravis de t'avoir. Voilà. Et avec plaisir, creusons ensemble. Bienvenue. Merci. Peut-être le parti. Donc on va faire une première partie donc sur le 0 to 1. Donc rappeler peut-être le modèle économique aussi, comment l'entreprise fonctionne. Ensuite, on va passer sur le scale avec Emery qui a 2 points spécifiques à aborder et où vous allez voir qu'on a quand même à la frontière du logiciel et de ce métier très artisanal. Et une dernière partie, le endgame, qui est qu'on a une boîte qui fait 140 millions quand même, c'est quand même fabuleux. C'est quoi l'étape d'après? Voilà. Ok, avec plaisir. Et puis peut-être un peu ton parcours aussi. Oui. Il est assez typique parce que tu viens du milieu, mais... Je viens du milieu et je suis fils d'artisan et gendre d'artisan et j'ai pour habitude de dire j'ai assez détesté ce milieu-là, je l'ai maudit puisqu'ils étaient jamais disponibles, tout le temps en galère, tout le temps à regarder le mauvais côté du monde et donc en difficulté. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, en tout cas moi j'ai vu mon père travailler beaucoup pour un résultat qui était quand même assez modeste. Ouais. Donc du coup j'ai pas du tout aimé, donc je me suis dit c'est exactement ça que je veux pas faire, donc je voulais absolument pas être chef d'entreprise à 14 ans, pour moi c'était le bagne. Donc 14 ans. Ouais, 14 ans je me suis dit
dit, mais c'est horrible d'être chef d'entreprise, quoi. Si c'est ça, être chef d'entreprise, je ne veux jamais l'être. Et donc, ça a été vraiment ça le premier élément, avant même de commencer à réfléchir à un produit, et puis après à sa distribution. Je me suis dit, mais cette vie-là, j'en veux pas. Et ça a toujours été mon moteur, de me dire, je vais me construire sur un contre-modèle, parce que être esclave de sa boîte, tout faire soi-même. Et donc après, ça explique aussi ma quête de structuration par un système de réseau de distribution. Donc ça, c'était vraiment le truc où je me suis dit, allez hop. Et puis, je suis tombé chez les Compagnons du Devoir. Parcours vraiment incroyable. J'étais pas très bon à l'école. C'était pas trop mon truc. Donc, on m'a vite fait comprendre que les métiers manuels, c'était mieux pour moi. Et chez les Compagnons, j'ai découvert un monde assez exceptionnel. Hein, la vie en communauté, les voyages. On change de l'excellence, l'exigence, hein, les cours de 20h à 22h, le week-end, voilà. Donc, je l'ai fait pendant 6 ans et ça a été vraiment extrêmement riche. Et quand je suis sorti de là, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai vécu qui ne me convient pas au-delà de la manière dont je vais le faire. Et ce qui ne me convenait pas, c'était de refaire des toitures. J'avais refait des toitures. Donc et une fois, ça m'a choqué parce qu'on a enfoui des tonnes et des tonnes d'ardoises, de tuiles, de zinc. Et on a réapprovisionné des matériaux neufs alors que la toiture, elle avait l'équivalent de 40 000 km pour une voiture. Et donc, j'ai dit, profondément, je comprends pas. Gaspillage. Ouais, gaspillage. Donc, on parle beaucoup aujourd'hui d'RSE, mais moi, il y a 20 ans, ça me choquait vraiment. Donc là, tant mieux, on a le vent en poupe. Là, ça souffle encore dans les voiles. Et donc, ça a été ce premier constat. Et puis, l'élément déclencheur, parce que on parle de 0 to 1, il y a eu un élément déclencheur qui a été, en tant que conducteur de travaux, un démoussage d'église. J'obtiens le marché, donc gros chantier, très haut, l'église fallait échafauder et tout, et Madame le maire me fait confiance, je rentre dans l'entreprise et je dis à mon patron, c'est super, on a tout le démoussage de l'église de Montbouy, et là je me fais engueuler parce que il ne comprend même pas que ça puisse ce possible. Il dit mais t'aurais dû vendre leur réfection. Et donc je le vis pas bien, et du haut de mes 19 ans, je dis bah c'est pas grave, je vais me débrouiller. Je vais faire un robot télécommandé qui va monter tout seul sur le toit et qui va démousser le toit. Alors là, j'avais dit quand même une belle connerie. Il fallait que j'assume. Et j'ai été jusqu'au bout. Non, je vous passe les anecdotes parce que là, il nous faudrait vraiment encore... parce que pour construire un robot télécommandé à 19 ans, voilà. Donc tout le monde me dit non, c'est pas possible. Je finis par y arriver en rencontrant des gens, en parlant, en lâchant pas le rêve. Je crois que ça, c'est aussi très important en tant que chef d'entreprise de pas lâcher le rêve. Et je fais ce robot. Et puis, alors là, vous allez comprendre l'histoire d'Attila, puisque ce robot monte sur le toit. J'étais sûr qu'il allait finir par terre, évidemment. Et il y a un monsieur qui s'arrête. C'était un peu le spectacle sur la commune. Et il se met à côté de moi. Il devait être prof d'histoire géo. Il me dit, mais derrière votre robot, il n'y a plus du tout de mousse. On dirait le chef des Huns. Où Attila passe, l'herbe ne repousse pas. Exceptionnel. Voilà. Donc, tout est parti de ça. Et ça a été... Et ça a été ensuite, donc il y avait la manière de faire. Donc déjà là, je voulais de l'innovation, je voulais faire quelque chose de différent. Et puis ensuite, quand il y a eu cette histoire de gâchis, de démoussage, et je me suis dit, je veux me lancer là-dedans. Il y a un marché de dingue qui est l'entretien. Oui, plutôt que le remplacement et de tout refaire. Et donc là, ça y est, la graine était semée. Donc j'ai pu beaucoup m'amuser avec ce robot qui aujourd'hui est une pièce de musée parce que maintenant il y a les drones, enfin la technologie a énormément évolué. Mais et là je me suis dit, allez feu, je me lance sur ça et je prends un ouvrier. Et je prends ma valise et puis je vais taper les portes des communes. Je vais voir qui peut me faire travailler avec mon robot. Esprit commercial quand même. Ouais, mais dur. Oh non, dur. Non, mais je veux dire, faut le tempérament pour faire ça. Ah oui, ça que mais je me suis vraiment battu. Violence, Ah ouais, je me suis fait violence. C'est du porte-à-porte. C'était très dur, franchement. Ouais. Ça, c'est de la vente. Et là, attends, juste pour qu'on prenne un peu de recul, parce que autant tu vas voir une mairie, enfin c'est plutôt la mairie qui sait que la toiture est à refaire, elle l'a budgétée, ça fait longtemps qu'elle repousse et puis à un moment elle a pas le choix. Autant dépenser pour faire de la maintenance pour une commune ou autre, c'est pas forcément un truc qu'elle a en tête. C'est-à-dire que elle se dit de toute façon après c'est pas moi qui serai là, donc le budget je l'ai repoussé, c'est le suivant qui va se le coller. Donc comment les gens appréhendent ça, le fait de dire bah maintenant je vais vous donner un contrat peut-être d'entretien, je vais
C'est plus ce que tu dis et ce que tu décris, c'est très vrai pour un industriel, pour quelqu'un qui est focus sur sa production et qui s'en fout un peu. Mais une commune, elle a déjà eu 1000 problèmes. Elle a déjà eu des problèmes sur son église. Elle a déjà eu des problèmes sur sa salle polyvalente. Donc elle est très réceptive à ce qu'est l'entretien. D'accord. Ah oui. Ouais, ok. Donc finalement, c'était la bonne cible, bien sûr. Ouais, okay. Ça leur parle. Ils savent ce que c'est que d'avoir des problèmes de toiture dans le gymnase quand les gamins jouent. Donc là, non, il y a au contraire. Là, il y a vraiment de la résonance. Et puis je me rends compte que le marché il est dingue, quoi. Je me dis mais où que j'aille, il y a un besoin. Les artisans, ça les saoule. Ils ont pas envie de faire ça. Je me rends compte que le taux de marge, le prix, le taux horaire, il est 3 fois ce que pour un artisan, parce qu'en fait, on est une logique de service. Donc, on a une infrastructure qui nous permet de répondre vite, d'avoir plus de monde. Voilà. Donc, on est sur quelque chose qui, tout de suite, je vois qu'on va avoir plus de temps pour nos clients. Ça va être un panier moyen plus petit, par contre, parce que le taux horaire est plus élevé, mais le panier moyen, il est divisé par 10. Bah oui, t'as pas de réflexion, etc. Et il n'y a pas de réflexion, donc c'est des interventions. Et là, je vois le marché. Je me dis, waouh, donc 0 to 1. Après, c'est quel est le modèle de développement? Est-ce que moi, je veux, comme mon père, mon beau-père, être tout seul, tout gérer, tout faire, et puis pas voir mes enfants, et ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible pour moi. Et donc, je découvre le milieu des réseaux organisés, que je ne connaissais pas. Je découvre un truc de dingue, donc j'appelle un consultant, je lui dis j'ai un robot concours Lépine, puisque j'ai été médaillé d'or au concours Lépine. Attends, concours Lépine. Ouais, j'ai quand même eu la chance que le président m'appelle pour me dire je vous ai vu dans le journal, là, le petit journal du Loiret, faut faire le concours, et donc j'ai eu la chance d'embrasser le monde du concours Lépine, des inventeurs, avec des gens plus fous les uns que les autres, plus imaginatifs. C'était juste une très belle expérience, ce concours Lépine. Et du coup, voilà, donc c'était vraiment l'idée d'innover en permanence. Donc là, tu as ta tech et tu dis comment je me développe. Voilà. Je vais pas monter des équipes partout et trimer, etc. C'est ça. Et donc, j'ai un consultant qui j'appelle, un spécialiste. Je lui dis, j'ai le meilleur réseau, enfin, j'ai le meilleur robot. Il faut venir, on va discuter. Le gars me dit, ah non, mais monsieur, moi, c'est 2000 € pour venir vous écouter, quoi. Ah, je dis, attends, j'ai pas de sous, je suis ruiné. Je raccroche. Je lui dis, il manque pas de tempérament. Celui-là, il se fout de moi. Et je découvre au fur et à mesure de ma carrière qu'on a toujours besoin de gens très bons. Et ce qui est très bon, ça se paye. Et donc je ravale ma salive, je le rappelle et je lui dis voilà. Et donc je découvre ce qu'est la concession, la licence de marque, la franchise, et je découvre que le modèle le plus intéressant pour moi, ça va être a priori la franchise, parce que c'est une marque et où les franchisés, on les accompagne, mais ils ont cette obligation de respecter la marque. Et là, l'aventure commence avec un franchisé. C'est le début, avec un franchisé. Tu fais développer ton robot, enfin tu fais dupliquer ton robot. J'en fais plusieurs. Il y a une roue qui a été oubliée à Marseille, la télécommande qui est partie à Lille. Donc du coup, il y a tout un tas d'anecdotes où le robot il est écartelé partout en France et l'intervention peut pas se faire et il faut rapprovisionner. Enfin c'est voilà. Et rapidement, je me dis mon métier ne peut pas être le robot, parce que le démoussage, finalement, c'est 3% du potentiel de la maintenance. Donc, je me dis, finalement, il devient presque négatif parce que les gens ne retiennent que ça. D'accord. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ils disent, Attila, il démousse le toit. Ah ben non, on répare, on remplace, on ne refait jamais les toitures, mais on fait plein d'autres choses. Donc, le robot, finalement, on le met un peu de côté rapidement et on se dit, bon, maintenant, on va devoir structurer. Et là, je découvre ce qu'est le marketing, parce que, vu de ma fenêtre, le marketing, c'est un truc... pour un peu des escrocs qui savent bien parler et tout. Et je découvre là la puissance. Ouais, toujours un peu. Et là, je découvre la puissance du marketing avec ce qu'est l'alignement d'une marque, pourquoi ça fait sens pour qu'un collectif appuie, comment les techniciens se l'approprient, comment les chefs d'entreprise se l'approprient. Et je découvre vraiment avec un travail de fond qui est de dire on n'est ni couvreur ni étancheur. Donc c'est très compliqué. On est juste potentiellement nettoyeur de toiture? Absolument pas. On a une vision beaucoup plus haute que nous, que ça. Et je découvre qu'à force de travailler, ça a pris 1 an et demi, eh bien, on découvre que nos clients, ils ont un véritable capital santé, capital financier, mais ils ont aussi un capital toit. Et là, là d'un coup, on avance en termes de stratégie. On se dit, ça y est, on a notre mission, c'est de défendre le capital toit de nos clients. Et là, on en fait un véritable concept qui va pouvoir se déployer et qui va prendre une ampleur que je ne prévoyais pas
encore aujourd'hui. Tu veux qu'on passe au scale, Émeric Ouais, justement, en fait, du coup, ce qu'on comprend... scale, on commence à y aller là, on commence à y aller doucement, ouais. Non, en fait, ce qu'on comprend, c'est que du coup, t'as pas envie d'opérer partout et donc tu vas te développer en franchise. Et ce que j'ai envie de comprendre, c'est de façon un peu contre-intuitive, il a fallu que tu trouves des gens pour opérer cette franchise. Alors tu vas me dire, il y a plein de réseaux, il y a des salons de la franchise, etc. Et maintenant, tu commences à un recul, donc tu en as combien 100... Alors, j'ai 140 sociétés et 90 franchises. 90 franchises. Parce qu'il y a plein de multisites. Ouais. Et donc, tu me disais que pour scaler, tu avais de façon un peu contre-intuitive changé la typologie des franchisés, ce que tu cherches, en fait. Tu cherchais des gens autrefois très techniques. Tu disais, il faut que ça vienne du milieu. Voilà. Et finalement, t'en es arrivé à targeter plutôt le cadre en reconversion, qui est un peu frustré de jamais avoir été entrepreneur. Et du coup, c'est intéressant de comprendre comment, ça paraît très contre-intuitif, comment tu préfères des gens qui sont pas du tout du métier à des gens du métier. Voilà. Là, quand on vient du métier. Ouais, quand on vient du métier. Là, tu mets le doigt sur ce qui a fait vraiment la scalabilité du modèle. C'est ce qui a fait toute la différence, puisque mon premier franchisé est couvreur Zinger dans le Nord. C'est un proche. Il me dit, je coule ma boîte, je la ferme et puis je viens avec toi. Et je lui dis, ouais, super, on y va, Bruno, on y va, on démarre ensemble. Et là, je découvre plein de problèmes avec lui. Le pas très bon manager, son chiffre d'affaires, il sait pas ce que c'est à la fin du mois, il est pas organisé, et donc je développe déjà des outils pour l'aider et accompagner. Et puis dans ce parallèle, j'ai un commercial qui me vendait des produits chimiques et qui dit, mais j'adore ce que tu es en train de faire, je voudrais aussi moi monter ma franchise. Je lui dis, écoute, c'est pas possible. T'es commercial, tu vends des... Je vois pas le rapport. Et en bon commercial qu'il est, il a pas lâché. Il m'a saoulé, il m'a harcelé. Et au bout de 6-8 mois, je lui dis, écoute, Christophe, ok, vas-y, je vais t'aider. Par contre, ça va être très dur pour toi. Ça va être compliqué, il va falloir que tu apprennes un métier. Et là, je découvre, par hasard, que tout va plus vite. Il comprend ce qu'est le recrutement, il comprend ce qu'est le client, il comprend ce qu'est un business plan. Et là, il multiplie les chiffres d'affaires par 2. Dès la première année. Et là, je me dis, OK, je ne ferai pas marche arrière. Ouais, c'est le bon truc. Voilà. Trouvé un truc. J'ai trouvé un truc qui transforme. Et du coup, la technique, qui est très exigeante chez nous, elle est beaucoup plus facile. Il n'y a plus que ça à faire, globalement. C'est focus sur la technique. Le reste, ça tourne tout seul. Et donc, c'est là où je dis que la stratégie, qui prend à peu près 20% du temps, ça représente 80% des bénéfices. Et ces gens-là, ils savent faire de la stratégie, ils savent organiser. C'est très intéressant, ça veut dire, attends, on va reprendre. C'est-à-dire que tu dis, il y a 80% du temps, c'est de l'opérationnel, 20% c'est de la stratégie, de l'organisation. Quand c'est fait. Voilà, quand c'est fait. Ok. Quand c'est fait, c'est 20%. Donc là, c'est vraiment savoir où tu vas aller, quels sont tes clients, qui je vais démarcher, etc. C'est ça. Mais c'est ça qui fait 80 ou 90% de ta perf. Pour avoir accompagné plus de 160 sociétés, j'ai jamais vu une autre stratégie qui marchait. L'opérationnel est quelque chose qui peut vraiment anesthésier un dirigeant. L'opérationnalité, elle est quelque chose qui ne donne rien de puissant. Par contre, quand on pose une stratégie et qu'ensuite on délivre et qu'on vérifie les indicateurs et qu'on sait partager ça à un collectif, c'est ça qui fait la gagne. Donc, on passe 80% de notre temps à ne générer que 20% de son bénéfice. C'est ouf. C'est ouf. Et donc, voilà. Donc, dans l'autre sens, c'est plus intéressant. Ouais. Je suis d'accord, ça fait peur. Voilà, c'est ça. Et tout le monde se sent mal à l'aise. Ouais. Tu te dis, merde, si c'est la même chose dans mon boulot. Il y a des chances. Il y a des chances. Et alors, attends, du coup, tu arrives à ces cadres. Donc, ce commercial te fait dire qu'en fait, il faut probablement d'autres qualités. C'est-à-dire des qualités peut-être d'organisation, gestion, ouais. Et peut-être un peu aussi quelqu'un qui sait prendre du recul par rapport à un business, enfin, qui sait ce qu'est un business, qui sait ce qui drive ton business, en fait. Donc, tu prends plutôt un cadre. Mais lui, tu dois quand même le former. Il y a quand même un gros travail derrière, parce que la technique du métier, elle est quand même pas elle simple. Est pas simple, mais clairement, c'est focus tout le temps. Tous les jours, comme c'est l'opérationnel, il passe 80% de son temps à travailler sur de la technique. Ouais. Donc finalement, quand on l'accompagne pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, il y a une forme de répétition sur les mêmes sujets, les mêmes fuites, les mêmes problèmes. Et puis, ce sont des gens qui comprennent quand même très vite. Ouais. À un moment donné, ils se disent, voilà. Et donc, au bout d'1 an, vous avez des gens qui sont très pointus, des fois plus que leurs propres techniciens, qui comprennent tout, voilà, et qui la technique devient vraiment quelque chose d'assez naturel et qui est tellement répétitif que c'est maîtrisé. C'est vrai, c'est incroyable parce qu'en fait, quand tu prends du temps, tu vas chercher quelqu'un qui en fait maîtrise les 20%, qui sont la strat, le savoir-faire, un chiffre d'affaires, un projet, un budget, etc.
Et les 80%, il va y passer du temps, il va finir par la acquérir. Et puis au pire, il a un expert avec lui qui vient l'aider. Forcément, il recrute des professionnels. Le vrai sujet de la réussite, c'est pour moi, dans mon réseau, c'est la vision et le management. Et cette vision, elle permet de recruter correctement et elle permet derrière de manager avec du sens. Ouais. Tu as développé des benchmarks d'ailleurs pour une fois que maintenant tu sais ça, j'imagine que tu vois plein de profils pour des nouveaux franchisés. T'as ta scorecard là, t'es assez sharp sur qui tu veux. Tu te trompes encore? Pour te donner, on se trompe une fois sur deux. Moi, je me trompe une fois sur deux. Donc non, mais par contre, on a 600 candidatures et on n'en retient que 10. Waouh. Ouais. On a 600 candidatures. Alors il y a tout dans les 600, mais globalement, on n'en retient que 10. Donc, d'accord. Voilà. Et tu sais rapidement si elle fait ou si elle fait pas? Ah oui, tu le sais très très vite. Tu le sais. Il y a toujours des surprises. C'est-à-dire que tu sais au niveau des valeurs si ça va coller. Nous, on est très exigeants sur les valeurs. Moi, j'ai pas envie de me retrouver avec quelqu'un qui me raconte des trucs. Donc ça, on élimine. Il m'arrive même pas jusqu'à moi. Quoi. J'ai une équipe qui est une équipe de dingue. On veut juste que ça. On veut que ça se faire plaisir. Voilà. Donc si c'est quelqu'un qui passe pas. Et puis ensuite, on se trompe encore. C'est rare, mais on se trompe encore. Il y a des gens qui pensent bien, qui disent bien, mais qui ne savent pas délivrer, qui ne savent pas passer à l'action. Et ça, on y est très vigilant, mais il y a des gens... Et comment tu peux mesurer ça? C'est vachement difficile, parce qu'en fait, je vais te dire, c'est souvent, en plus, je fais un parallèle pour nous. Moi, en tant qu'investisseur, on voit surtout des patrons qui ont un super leadership, un super drive, etc. Et c'est vers eux que tu as envie d'aller parce que c'est naturel, tu comprends ce qu'ils disent, t'es inspiré. Et c'est difficile de mesurer l'exécution derrière, la qualité d'exécution. On s'en rend compte sur la formation, sur des choses assez dingues. On a des petits exercices, mais on le voit pas tout le temps. Après, il y a quand même du parcours. Ce sont des gens qui arrivent, ils ont 45, 50 ans. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont délivré donc, voilà, qu'est-ce qu'ils ont déjà délivré et tout. Mais donc, déjà, on a un niveau de sélection qui est excellent. Mais il peut y avoir 10% qui passent à travers les mailles du filet. Et là, il y a un monde entre un grand dirigeant et un chef d'entreprise. Ça n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire que dès que c'est son argent, on a beau avoir dirigé 100 personnes, c'est complètement différent de gérer 4 personnes. C'est beaucoup plus prenant et il y a des jeux psychologiques que j'observe depuis des années qui sont dingues, qui paralysent des hommes. C'était pas le cas dans leur grand groupe. Comme quoi, par exemple? Parce que le gars, il a mis ses 100 000 balles ou ses 200 000 balles d'économie, donc il est tétanisé. Alors, il y a ça. Et puis, il y a le fait que, par exemple, il recrute une assistante et l'assistante n'est pas le bon profil, il s'est trompé. Et là, il se rend compte que c'est son engagement de départ, que c'est son assistante, qu'il veut pas s'en séparer, donc il y a des jeux affectifs. Et là, on lui dit, mais là, tu vas brûler ton cash net. Et là, par exemple, il prend pas la décision parce que c'est sa boîte et il porte sa responsabilité. Donc, il y a plein de choses comme ça qui font qu'il l'aurait certainement peut-être pas fait dans une autre boîte, mais dans son entreprise et sa petite entreprise. Bien sûr. Donc, il y a trouver les ressources. Il faut qu'il trouve les ressources pour. Le premier job d'un franchisé, c'est de devenir chef d'entreprise. C'est le premier travail. C'est pas de faire de la toiture ou de faire du business. C'est est-ce que tu vas rentrer dans le costume du chef d'entreprise? Ils finissent tous par y rentrer, mais il y en a qui le sont en 3 semaines. Et il y en a qui le sont en 5 ans. Ouais, c'est très... c'est marrant, moi j'aurais imaginé que le gars, pour une fois, c'était son argent, parce qu'en fait, un franchisé, il doit quand même mettre de l'argent dessus. Donc c'est pour ça que d'ailleurs que tu prends un cadre qui a dû mettre un peu d'économie de côté, il met 100 000 ou 200 000, je sais pas quel est bien sûr. Le ticket. Il met 60 000 et il lève 200 Ah oui, quand même. 200 000. Ouais, donc il a quand même la responsabilité de 200 bien 500, sûr. 260. Et j'aurais imaginé que du coup, il devenait... hyper attentif à qu'est-ce qui permet de s'améliorer. Enfin, c'est son argent, quoi. Il a investi son argent. Donc, j'aurais imaginé qu'il était au taquet pour se dire, bah là, ça marche pas, je change. Si c'est pas la bonne secrétaire, je change une autre. Ouais, mais il est au taquet. Mais il y a des jeux psychologiques et émotionnels qu'on sous-estime totalement. C'est-à-dire qu'il a jamais, et c'est bien parce qu'il est au taquet, qu'il perd complètement la lucidité de certaines décisions. Et nous, en tant que franchiseurs, pour avoir vu les scénarios se reproduire, on est là pour l'aider, pour l'accompagner. Mais c'est sa boîte. S'il veut la garder et que, voilà, nous, on est capable de dire ce qu'il va perdre, par contre. Et donc, ça, et pour le coup, il y en a plein qui finissent par réagir. Mais c'est pas parce qu'ils sont hyper engagés qu'ils peuvent pas, des fois, manquer de lucidité. Comment tu les coaches, d'ailleurs? Parce que j'imagine que toi, tu suis tes chiffres. Tu sais, un gars qui commence à dériver comme ça, parce que t'en as 90, tu les pilotes et à un moment tu te dis... Je le sais bien avant eux. Je le sais bien avant eux parce qu'il y a des signaux faibles qui... moi, je suis très fan de data. Moi, je crois qu'il faut 2 choses pour une boîte. Il faut de la data et de la formation. Si on a une super boîte tech avec une super école de formation, on a tout ce qu'il faut. Donc oui, on le sait avant. On n'attend pas que ça aille mal, on le sait et on peut même le mesurer.
On peut même le mesurer et on peut dire combien de temps ça va se passer. Eh ben, ça nous emmène sur le deuxième point. C'est magnifique. Il sait même avant ce que nous on pense. Voilà. Parce qu'on passe déjà au point de scale d'après. C'est le sujet. Et alors les auditeurs me connaissent, ils savent qu'évidemment on va arriver à la data, les outils. Voilà, c'est mon grand cheval de bataille. Mais toujours intéressant parce que on m'a dit alors tu démousses, tu fais de la couverture, etc. Mais où est la techno et pourquoi la techno peut changer ça? Alors déjà on a compris que tu étais un peu geek, un peu technophile, parce que au-delà d'avoir une montre connectée, c'est surtout que tu as déjà été monter un premier robot, alors qu'à l'époque, faire de l'électronique comme ça, avant les drones, c'était pas mal. Donc ça, j'imagine que tu avais une appétence pour ça. Mais concrètement, qu'est-ce que tu développes comme outil? Et c'est quoi vraiment, parce qu'en fait, en ce moment, il y a plein de gens qui se font plaisir avec la tech. Et tu vois, t'as envie de faire plein de trucs. Toi, tu connais le métier et tu te dis qu'est-ce qui va être important pour mes franchisés? C'est quoi les trucs que tu as envie? Et si tu peux nous parler en plus d'Atlas, qui est ton logiciel, mais qu'est-ce que tu as envie au départ d'aller automatiser et de développer? Au départ, c'est le commerce. Au départ, tu penses d'abord au commerce, automatiser le commerce, voir un petit peu comment ça marche, pourquoi, quelles sont les segmentations. Nous, on s'adresse à plein que du B2B, mais plein de profils différents. Donc, je mets rapidement des bases de données. Je commence par un Excel, après Access, après j'embauche le premier. On voit ta mec tête, faut regarder sur YouTube, mais ça a l'air de te faire marrer. Bah oui, parce que le premier mec que j'embauche, c'est un informaticien, mais mes 4 premiers franchisés, ils me disent, t'es complètement fou. Mais on embauche un mec pour nous aider à bosser sur les toits. Qu'est-ce que tu nous fais chier avec un informaticien? Donc, du coup, j'ai eu la chance d'avoir un super informaticien qui est sorti de l'école et qui est toujours avec nous, qui gère une boîte qui fait 1 500 000 euros voilà, il est extraordinaire, il s'appelle Geoffrey. Et donc, voilà. Donc, je check tout. C'est-à-dire que moi, je veux tout comprendre. Et donc, on check le commerce, on check les premiers devis, on check les heures de visée, les factures, les taux de transformation. Donc, on a une chaîne de valeur avec énormément de points. Et étonnamment, au début, je connais tous mes chiffres par cœur, je comprends. C'est eux qui me corrigent, c'est les chiffres qui me corrigent. Je dis, mais ça, je comprends pas pourquoi ce chiffre-là. Et là, je vais voir le franchisé et là, je comprends. Donc là, je mets dans le dur. Tac, à ce niveau-là, voilà. Donc nous, on a globalement 8 familles de données, de data. Et ces 8 familles, ça va du commerce jusqu'à la rentabilité du chantier. Et donc, on connaît la chaîne de valeur. C'est-à-dire que si Madame Sylvie décroche le téléphone sur tel type de cible et que son taux de transformation il est d'autant, on saura le nombre de rendez-vous. Elle va passer le relais à Pierre, mais Pierre, on connaît le profil de Pierre, on sait comment il est. Donc, on a vraiment, les franchisés disent, Attila, c'est pas mathématique, c'est arithmétique. Si tu respectes le chaînage et que tu appliques la secret sauce, on a des résultats qui sont extrêmement similaires. Peu importe la région de France, et ça, c'est assez étonnant. Très intéressant, parce que d'ailleurs, les franchisés, souvent, ils critiquent un peu le franchiseur en disant, il m'apporte pas grand-chose, ok, j'ai la marque, j'ai le machin. Toi, à l'inverse, dans tes 8 familles, tu peux le décrire dans quelle partie qui est le commerce. Tu vas leur dire, moi, j'ai des outils qui vont vous aider. Et en tout cas, je vais vous donner du benchmark. Donc, si tu veux tel type de client, faut que tu aies fait tel call, faut que tu aies fait machin. Donc, ça, tu les aides sur la partie prospection. Et après, tu déclines toute la suite du métier. C'est après, du coup, il convertit. Donc, il y a une mission. Et derrière, pareil, là, tu fais le suivi de mission, tu pilotes tout ça dans ton soft. Ouais, mais ça devient vite la norme. Et quand tu dis, les franchisés disent, le franchiseur m'apporte plus rien. Ouais, faut faire gaffe. Un franchiseur doit se réinventer parce que ils ont raison. À un moment donné, là, tout ce qu'on a dit, c'est de l'acquis. Il faut déjà passer à autre chose parce que c'est un dû. Donc, en fait, en tant que franchiseur, c'est l'idée d'un franchiseur. Ce qui est passionnant, c'est en fait la marque. Comment McDonald's faire des burgers, il en est arrivé là. C'est juste dingue. On se rend pas compte de la prouesse de ce truc-là. Donc, moi, dans mon métier de franchiseur, une fois que j'ai dit tout ce qu'on vient de se dire, ça, c'est la base. Après, faut amener du grand compte. Faut aller développer des grandes marques, des accords, leur amener du business, par exemple. Il faut leur amener un parcours de formation parce que les aider dans le recrutement, les aider dans des parcours de formation parce qu'ils ont 5 métiers. Ils ont des techniciens, ils ont des assistantes, ils ont des directeurs, ils ont des commerciaux. Donc, le franchiseur doit être capable aussi d'avoir une école de formation, une centrale d'achat. Comment on se voilà. Et puis, le réseau lui-même, faut l'animer. Quand tu animes un réseau, c'est incroyable. Les gars, ils se voient, ils passent une soirée ensemble, mais ils repartent, ils sont refaits. Donc, parce qu'ils ont discuté des best practices qui dépassent le franchiseur par lui-même. Donc, voilà, moi, j'ai une haute vision de ce qu'est le métier de franchiseur. Et
voilà, c'est un jeu collectif et quand tout le monde joue la partition, c'est fait quelque chose de très puissant. Et donc, parce que tu parles quand même, c'est intéressant que tu reviennes un peu sur le parcours de ce que tu as développé. Tu as commencé avec des fichiers Excel, tu prends un informaticien, et donc en fait, tu reprends toute la chaîne de valeur et tu essayes d'automatiser ce que tu peux. Ouais. Et aujourd'hui, ils sont combien et jusqu'où tu as été dans l'automatisation? Alors, j'ai 10 personnes à plein temps sur le dev, donc il y a un peu de structure, un peu de dev. Bon, voilà, il y a une dizaine de personnes qui font que ça à longueur de journée. J'ai développé la prospection, connexion en automatique. Ils ont accès aux 15 millions d'entreprises pour aller chercher les candidats. Derrière, on a ce qu'on appelle la cartographie du bâtiment. On a un truc digital. Tu vas sur le toit, tu prends des vidéos, tu filmes, tu répertories, tu as une plateforme marketing qui est dingue, tu peux faire ton SMS, il y a de la grêle demain, tu récupères tous ceux qui ont un toit pas en très bon état et tu leur dis attention, il y a de la grêle, ils le reçoivent par SMS, donc on a une plateforme SMS, on a la plateforme Forme-toi pour inscrire les gens en e-learning, et puis on a vraiment de la data, de la statistique qui sort en permanence pour lui dire attention, là on sait te dire combien ça va te coûter et combien de temps il te faut pour corriger. Donc, jusqu'à la production, donc qui a bien produit le chantier, qui ne l'a pas bien produit, pourquoi, les SAV, donc c'est colossal. Et mon rêve, c'est de connecter ça à la comptabilité, parce que souvent, les directeurs commerciaux, qui sont plutôt des jeunes avec des chaussures pointues en cuir, et le vieux directeur financier barbu, ne se parlent pas. Et en fait, qu'est-ce que ça rapporte quand on met 1 euro dans le commerce au niveau de la rentabilité de la boîte au bout. Et ça doit se parler plus que jamais. Et c'est très dur à faire parler, mais cette maîtrise de la boule de cristal, parce que tu répètes tout le temps les mêmes trucs, donc tu connais les actions, et bien moi, mon idéal, et on n'en est pas loin, c'est de connecter à la finance, parce que, pour revenir sur l'artisan, il connaît son compte de résultat avec 1 an de retard. D'ailleurs, quand il a son compte de résultat, c'est déjà trop tard pour corriger, sa boîte a déjà changé. Et chez nous, c'est l'inverse. C'est d'avoir des comptes de résultats 6 mois avant pour pouvoir anticiper. C'est fou ce que tu dis, parce que nous, c'est mon cheval de bataille. Et en fait, ce que j'ai observé, c'est que historiquement, ça allait. Tu suivais, tu avais l'habitude, les patrons, ils pilotaient, chiffre d'affaires, trésor, et voilà. Aujourd'hui, quand les temps sont plus compliqués, tu as besoin d'une granularité. Sauf que ta granularité, tu as vraiment du mal à l'avoir, parce que tu as tellement de sources de données qu'en fait, ton CRM, il n'est pas connecté à tes différents outils. Et comme c'est pas relié à la compta, tu sais pas vraiment l'impact de chaque chose. Et tu sais pas, tu perds peut-être du temps. Peut-être qu'il vaut mieux aller réactiver des clients existants, parce qu'en fait, tu les as déjà, ils sont là, et voilà. Et on passe beaucoup de temps à monter des infrastructures de données, justement pour connecter ça avec la compta et être capable de déterminer. En fait, c'est simple. Dans ton business, tu as 3 choses qui ont un impact, et c'est ça et ça et ça. Tu as totalement raison, et on y viendra. C'est un rêve pour moi que je compte développer, mais tu mets le doigt sur ce qui peut faire le changement d'une entreprise et comment on la vit aussi, parce que sinon on la subit. Et c'est pas la même chose. Ouais. On revient au point de départ. Ouais. Et tes franchisés, ils sont réceptifs à ce que tu leur vends. Alors j'imagine que oui, quand tu dis que tu as 600 candidatures, etc., j'imagine que forcément, mais ils comprennent ça. Ils comprennent la valeur ajoutée de... Parce que... La corporate, tu veux dire? Par exemple, quand en fait, ils vont au salon de la franchise, ils disent, bon, est-ce que je fais du burger, est-ce que je fais du machin, ou est-ce que, du démoussage d'entretien, ils vont dire, voilà. Est-ce qu'ils sont sensibles quand même à ce que t'apportes quand même? Ils rentrent dans la technique de se dire, ton cadre, quand tu vas le chercher, il comprend que derrière, il va avoir du soutien et... ils viennent que pour ça au début. Au début, ils viennent parce qu'ils n'ont pas l'idée. Ils te disent, moi, j'ai pas d'idée, j'ai 45 ans, j'ai toujours bossé pour des grands groupes, j'en ai marre, je vais faire ça pour moi. C'est du B2B, je préfère que du B2C. Donc, tu vois, ça cible. Et il dit, mais attends, Attila, j'adore, c'est hyper RSE. Prolonger la durée de vie des toits. Nous, on a une stratégie de vendre bientôt de la décarbonation, puisque tu fais gagner 10 ans d'un toit, c'est 4 tonnes de CO2 économisées. Donc, à un moment donné, ils choisissent aussi parce que ça résonne en eux. Et soit ils veulent faire une boulangerie, ils font une boulangerie, soit ils veulent faire... Mais moi, je fais très attention au projet du chef d'entreprise. C'est quoi? Pourquoi tu montes ta boîte? Qu'est-ce qui est important pour toi? Les bonnes raisons. Et voilà. Et je lui dis, mais tu vas pas faire du toit, en fait. Hein. C'est pas ça ton truc. Hein. C'est pas de faire du toit. Hein. C'est d'être habité par une histoire à partager. Souvent, je fais attention à ce que ce soit aussi en couple en termes de lisibilité, parce que c'est 2 années très dures. Donc, je lui dis, est-ce que ta compagne, ta femme, elle est OK avec ce projet-là? Parce qu'on a déjà eu des échecs à cause de ça.
parce que finalement, c'était pas un projet de famille. Parce qu'il faut rentrer dans le dur les 2 premières années. Ouais, il faut rentrer dans le dur, et puis ça va très vite, parce qu'en franchise, on croit que c'est facile, mais en fait, c'est encore plus dur, parce qu'il faut aller plus vite, il faut investir plus, puis tu as la compétition avec les petits copains, donc c'est vraiment un truc qui est un peu particulier. Donc du coup, je vérifie moi pourquoi tu décides de monter ta boîte, et on a un truc super intéressant, je pourrais pas vous le développer là, mais quand les mecs veulent ouvrir une deuxième boîte, c'est ce que j'allais dire. Des fois il y a des larmes, Ah ouais. mais ouais. Parce que quand tu vas chercher réellement les motivations de pourquoi tu fais ça, tu te rends compte que ouais, ça vaut le coup qu'on creuse encore un peu. Mais j'entends beaucoup de franchisés qui me disent il y a des gars, j'aurais pas parié dessus, mais finalement ils ont une franchise, et puis ils en font une deuxième, ils en font une troisième, et puis ils sont partis, quoi. Ah oui, moi j'ai eu des fois, je me suis trompé, je dis lui il fera pas grand chose, et il m'a éclaté. Il m'a éclaté complètement. Et voilà, j'ai des franchisés qui ont 3 boîtes chez moi, et qui ont même fait de la multi-enseigne, donc ils ont été chercher d'autres franchiseurs. Intéressant. Tu l'as un peu ouvert tout à l'heure, tu as dit c'est un sujet pour après, mais je répète, société 140 millions d'euros, faut imaginer le truc, 1400 personnes, 90 franchisés. C'est quoi la vision que tu te dis, tu t'es fixé une fin ou pas? Enfin, c'est quoi le endgame en fait? Le endgame dans ce domaine-là particulièrement, parce que moi, il y a le endgame de ça, puis il y a le endgame où j'ai envie de me faire plaisir sur d'autres trucs. Mais le endgame de ça, c'est de comprendre qu'on a déjà 350 secteurs. On en a couvert que 140. C'est un truc de dingue. Mais le vrai potentiel d'Attila, c'est 350 secteurs, puisqu'on a découpé 7000 toits par secteur. Voilà, c'est pas compliqué. Et puis au début, on pensait qu'un secteur, c'était 600 000. Là, on vient d'avoir nos premières boîtes qui dépassent 2 millions. Ouais. Donc, à un moment donné, on s'est dit, mais merde, le marché, c'est 350 millions ou 700 millions. Donc, voilà, la limite sera les hommes. Est-ce qu'on sera capable d'être solide et voilà. Mais sinon, le next game, c'est de continuer. Puis, comme on s'appelle Attila, faut être conquérant quand même. Faut pas, la pression, c'est sûr. On va pas s'arrêter à Poitiers quand même. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de continuer à croître, non seulement dans les territoires, mais en plus dans la croissance du chiffre d'affaires par territoire, et puis ensuite donner du sens à notre métier. Moi, je souhaite qu'on prolonge la durée de vie des toits, sincèrement, pour éviter de faire du déchet. Et donc là, on parle en tonnes de CO2, donc ça, c'est vraiment pour moi très important, ce next game-là. Et puis ensuite, si on a envie de jouer, on peut s'attaquer aussi au B2C. Donc, le fameux contrat d'entretien à 300 balles pour le pavillon de Madame Michu. Elle veut plus que son mari monte sur le toit. Enfin, Julien Masson. Enfin, on parle de lui. Voilà. Et donc, le marché est aussi gros dans le B2C que dans le B2B. Sauf que c'est tellement différent que pour l'instant, on s'agace pas avec ça. Mais voilà, ça aurait... Mais oui, c'est une source de croissance énorme. Tu voulais aussi qu'on parle de l'accompagnement des franchisés. Tu as développé Attix avec l'IA. Voilà, on parle souvent dans cette troisième partie un peu de l'IA. Comment tu le vois, comment tu l'utilises, des exemples concrets un peu pour nos auditeurs. Oui, moi je pense que l'IA va me permettre... Alors moi j'ai toujours été passionné de l'IA. Ça fait bien avant qu'OpenAI sorte, j'avais recruté un chercheur en data neurone. Le problème, c'est il a beaucoup cherché et il a rien trouvé, mais c'était passionnant d'avoir ça. Et puis quand OpenAI est arrivé, je me suis dit, là, c'est mon cadeau de Noël. Je vais pouvoir m'amuser avec ça. Et l'idée, pour moi, c'est de réenchanter le monde de l'artisanat, mais à une échelle supérieure. Là, on le fait pour Attila, mais Attix, c'est vraiment pour réenchanter le monde de l'artisanat global, c'est-à-dire le peintre, le plaquiste, et comment on peut les aider, ces gens-là, comment on peut être utile, en leur faisant un logiciel qui fait les devis en 60 secondes. Donc on dicte les choses, et puis à partir du moment où vous décrivez, le logiciel vous sort le devis détaillé, prestations, fournitures, marge, en moins d'une minute. Évidemment, cette intelligence artificielle apprend de l'artisan, mais par rapport à tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure, moi, c'est pas un logiciel de devis-facture que je veux faire. C'est le meilleur compagnon et le meilleur conseiller. Et là, on retrouve notre discussion de dire, non, mais si c'est connecté à la compta, l'intelligence artificielle va tout voir. Elle va s'adapter au comportement de l'artisan. Elle va lui dire, attention sur ce devis-là, on s'était planté la dernière fois, là, il y a 3 mois, tu te rappelles pas, on avait bouffé 1000 balles. Donc, attention, soit tu es meilleur techniquement pour exécuter, soit tu augmentes ton prix.
pareil, on scanne les factures de fournisseurs. Donc le gars, il voit si le fournisseur a pris plus cher ou moins cher. Donc on a un champ du possible pour devenir le premier compagnon, meilleur comptable, meilleur commercial, dans la poche des artisans français. Et j'espère européen. Donc ça, c'est mon... Mais ça sort un peu du coup de ton projet d'Attila classique, non? Oui, ça sort du projet d'Attila. Non, mais je vais l'utiliser. En fait, ce qui est génial dans ce projet de Attix, qui n'est pas en lien avec Attila. Ouais. Mais par contre, moi, je découvre un monde qui va être utile à Attila. Donc, je vais réintégrer aussi pas mal d'intelligence artificielle grâce à cette... c'est là où j'ai rencontré Julien, d'ailleurs, hein, grâce à cette formation de néo-pivot qui est juste extraordinaire. Donc... Ouais, voilà, exactement, à la BPI. Et donc, du coup, on rencontre aussi plein de chefs d'entreprise incroyables, plus les uns que les autres. Donc, c'est vraiment un projet qui impacte un peu plus grand qu'Attila. Mais évidemment que je vais capitaliser là-dessus pour que notre réseau reste le plus performant possible. Ouais, et surtout que là, c'est technique, parce que du coup, c'est du développement d'agents IA, de workflow d'agents. Oui, c'est ça, exactement. Mais il faut y mettre, comme toujours, de l'intelligence, de la compréhension, de la subtilité. L'IA, moi, je suis convaincu que c'est la calculette des années 40, quoi. Hein. C'est vraiment, même si ça va impacter beaucoup plus le monde, même si vraiment, moi, j'ai mes codeurs là qui sont dans ma boîte d'informatique. J'ai été manger avec eux la semaine dernière. Ils me disent, c'est terrifiant. Ça fait 2 mois qu'on n'a pas codé une ligne. Et j'ai été étonné de voir leur résistance et leur inquiétude. Et je me suis dit, il faut vraiment que je leur mette une formation et des séances de coaching pour qu'ils puissent retrouver leur place. Parce qu'ils ont vraiment été... vraiment, j'étais surpris. J'étais surpris qu'ils étaient même un peu encore en résistance sur le truc. Et ils se disent, ça nous dépasse. Ça nous dépasse, voilà. J'en ai quand même 10 comme ça, donc c'est très je m'attendais pas à ça. Et par contre, ils y vont, ça se passe bien, ils codent plus et ils sortent des projets plus vite, ouais, plus vite, plus fort, mais mieux. Du coup, ça va te donner des nouvelles idées, parce que c'est ça le problème des gens d'entreprise, c'est que toutes les 2 minutes, ils sont. Voilà, moi ça me pose pas de problème. C'est ok. Voilà. Tu fais des choses pour garder la pêche, maintenir l'énergie au bon niveau, justement parce que tu as quand même un devoir aussi, c'est une pression quand même d'avoir des franchisés parce que les gens ils sont endettés, il te faut confiance. Alors c'est une partie eux et une partie toi aussi. Donc oui, ça c'était même un vrai problème quand j'ai commencé en tant que franchiseur. Je vivais mal cette idée qui pouvait et donc après on se soigne hein, parce que déjà on a peu d'échecs, on a 2% d'échecs chez Attila, donc c'est quand même très faible. Mais néanmoins on peut vite se rendre malade et parce que on se sent responsable et puis rapidement on comprend quand même que c'est un choix aussi de sa part et on est là entre chefs d'entreprise. Donc sinon, je serais plus capable de faire ce job-là, de porter... non, tu dors plus, tu portes tes propres boîtes, tu portes... Donc non, chacun fait sa part et par contre, tu t'entraides. Donc de ce point de vue-là, maintenant, j'ai bien gardé la pêche et puis garder la pêche, je fais pas comme mon père, mon beau-père. Je fais 2 à 3 séances de sport par semaine. Je travaille beaucoup depuis 5 ans le développement personnel. Donc j'ai fait une formation de coach professionnel et certifiant qui finalement je coach pas ou très peu, je coach 2 dirigeants par an parce que ça me fatigue. Mais par contre le parcours est exceptionnel. Et ça t'aide toi? Ça m'a changé la vie. Pourquoi ça c'est marrant, on peut faire un petit... Oui, en réalité, quand je suis autodidacte, je monte tout ça, je me dis, j'aimerais bien comprendre des techniques que j'ai dû faire comme ça. Donc, intuitivement, voilà. Donc, je voudrais les comprendre, voilà. Donc, on me dit, il y a du coaching un peu spécialisé dans le domaine des entreprises. Donc, fais cette formation. Et puis là, j'y vais pour avoir donc la bonne caisse à outils, le mec qui est bien, qui veut produire, quoi. Et puis là, je me fais embarquer dans un truc qui est complètement dingue, dans lequel je me retrouve face à moi-même, dans lequel on dit attends, tu veux aider les gens en tant que coach, va déjà chez un psychologue, fais le ménage dans ta tête parce que sinon tu seras pas certifié, donc c'est obligatoire. Ah ouais, tu dis merde, d'accord, ok, sympa les gars, donc je vais aller chez un psy et du coup du coup on se rend compte que nous sommes ce que nous pensons. Et donc j'ai toujours dit à mes enfants qui sont grands, je leur ai dit écoutez, quand vous voulez vous muscler, vous allez en salle de sport et vous y consacrez du temps. Quand vous voulez vous éduquer, vous allez lire des livres et vous allez au théâtre. Vous y passez du temps. Donc, qui range le bordel dans votre tête? À quel moment vous prenez du temps pour faire du ménage? Voilà. Et donc, c'est ce que ça m'a appris. Et donc, pour moi, c'est l'alignement personnel. Et plus on a de responsabilités, je pense, plus c'est indispensable. Parce que si le chef de colonne panique,
c'est toute la colonne qui panique. Donc ça, je l'ai appris avec le RAID. Et il faut pas que le chef de colonne panique. Donc il faut qu'il prenne soin de lui. Intéressant, magnifique. Merci chef de colonne. Et tu vois quelqu'un que tu as envie d'inviter dans le podcast qui soit là à ta place, qui pourrait partager, aspirant. Tu serais très content d'écouter toi-même. Eh ben, il y a plein de gens qui me passionnent, qui impactent le monde. Je pense à Bruno Tesson, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un homme que je fais intervenir notamment dans la capacité à nos dirigeants à ne pas être indispensables à leur boîte et donc à savoir déléguer. Et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est quelqu'un qui j'ai fait coacher mes enfants parce que c'est difficile d'hériter d'une boîte que t'as rien demandé. Donc quand ils avaient 14, ma fille dit je comprends rien à ce que le monsieur il dit. Et mon fils qui a adoré, donc il a accompagné mes enfants très tôt pour leur dire vous n'êtes pas responsable de rien. Et donc, vous n'êtes pas obligé. Voilà. Donc, du coup, maintenant, les deux bossent avec moi. Donc, c'est que ça a bien marché. J'ai joué fin. J'ai joué fin. Pour les bonnes raisons, peut-être. Bruno Tesson, ouais. Et un entrepreneur vraiment que tu admires, qui a monté un business, que tu en croises beaucoup maintenant, pour ramener ou autre. Mais... Oui, j'en croise beaucoup. Là, comme ça, j'en ai plein, mais du coup, ça dépend ce qu'on regarde dans le domaine de la franchise, dans le domaine de l'industrie. J'ai fait un repas avec des sociétés, une belle boîte qui s'appelle Visconsi, et qui sont des coachs pour des dirigeants de très haut niveau. Donc, ce ne sont que des anciens dirigeants de très haut niveau. Hubert Régnier. Ouais. Et j'ai passé une soirée merveilleuse avec que des chefs d'entreprise qui pèsent très lourd, beaucoup plus que moi. Et les mecs, ils étaient d'une humanité. Donc, faudrait que je regarde quand même. Parce qu'il y en avait, écoute, que des dingues. Comme t'as quand même fait du porte-à-porte quand t'avais 19 ans. C'est ça. C'est facile, ça, maintenant. Voilà. Je vais vous trouver des gars. Je vais vous en trouver des dizaines. Et aussi des femmes, parce qu'on a du mal à trouver des femmes. Absolument. Et ben, j'ai une amie qui s'appelle Laurence Gauthier-Podron, qui a eu la Légion d'honneur et qui a monté une très belle boutique qui s'appelle Temporis. Et donc, voilà. Pourquoi pas. Exactement. Merci beaucoup pour l'épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Merci, parce que t'en as écouté une quarantaine. Ce monsieur est sérieux. Et je vais faire le reste. Voilà. Et on embrasse Juju Masson, bien sûr. Un bisou, Julien. Un gros bisou. Salut, ciao. Allez, merci beaucoup.